Wrestling has more than one royal family. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai pu tourner de vidéo, alors qu'en fait ça fait que 2 semaines environ. Bref, je suis de retour sur YouTube. Excusez-moi pour ma longue absence, vraiment, c'était pas de mon choix, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook ou quoi, vous savez que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps. Et si vous avez écouté ma review de sur Survivor Series, je vous avais dit tout ce que j'avais à faire et tout, et là, j'ai vraiment pas le temps. En plus, je vous prépare d'autres vidéos pour cette fin d'année. Du coup, voilà, ce sera des vidéos qui sont jamais encore apparues sur la chaîne. Je vais pas encore vous en parler maintenant, je vais encore attendre un peu, mais voilà, je sais pas si vous avez deviné encore, mais bref. Voilà, donc en plus je prépare des vidéos, en plus j'ai pas le temps, etc. Donc bon, on dirait vraiment que ça fait 2 mois, j'ai l'impression que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo, alors que ça fait que 2 semaines, là j'ai plus l'habitude de parler à une caméra ou quoi, bref. Je reviens, ouais, mais avec une vidéo qui n'est pas non plus folle, hein, avec un sujet qui me déplaît beaucoup. Monday Night Raw, mais je sais pas quoi dire en fait. Je vous donne mon avis chaque semaine sur Twitter. Là, je l'ai pas fait parce que j'étais wow en mode comment tu peux faire ça? Mais comment tu peux arriver à ce stade? Mais de merde! Mais j'ai pas de mots en fait. Là, on arrive à un stade, ça commence à être inquiétant. Ça commence à être très très inquiétant. Ça fait 2 ans que c'est inquiétant, mais là c'est très... Enfin, je veux dire, peut-être que Raw va s'arrêter un jour. Parce que, en fait, Raw, cette semaine, a enregistré les pires audiences de leur histoire. Chaque semaine, ils font les pires, mais chaque semaine, le record est battu. Donc cette semaine, c'était les pires audiences de Raw avec à peine 2,2 millions. C'est-à-dire que, voilà... Là, on arrive au score de TPMP, les gars, on arrive à un score, enfin, je veux dire, Arte, en France, fait plus que Raw. Gulli, hein, on parle de Gulli, peut faire plus d'audience que Monday Night Raw. Je ne déconne pas, je le pense. Hein. Pour faire 2,2 millions, les gars, il y a combien? Il y a plus de 320 millions d'habitants aux États-Unis. 2 millions de téléspectateurs. Une arène à moitié vide. Depuis 1 an et demi. Presque 2 ans maintenant. Et malgré qu'ils aient le meilleur roster, malgré que voilà, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais comment ils font? Enfin, je veux dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des personnes qualifiées pour écrire ce show? Est-ce que c'est vraiment des officiels, des bookers qui sont qualifiés, qui connaissent le catch, ou est-ce que c'est des mecs qui viennent comme ça, qui connaissent pas le catch? Non, parce que là, Vince, je sais pas, c'est Vince McMahon apparemment qui a écrit les shows depuis ces dernières semaines, et c'est des Pierrot depuis des mois, hein, donc ça se comprend, mais également je me demande, mais Vince McMahon, il est aussi en charge de SmackDown. Alors comment ça se fait qu'il y ait un si grand fossé entre Raw et SmackDown? Là j'ai vu SmackDown de hier, du 4 décembre, mais c'est le jour et la nuit entre Raw et SmackDown, et je me dis... Non, c'est pas possible. Ils peuvent pas donner le script qu'ils vont faire à SmackDown. Les bookers ne peuvent pas donner le script de SmackDown à Vince et il accepte. C'est pas possible. Comment il peut y avoir une si grande différence entre Raw et SmackDown? C'est le même mec qui confirme les choix, Vince. Mais wow, mais j'ai pas... En fait, j'ai vraiment pas le mot. C'est... Vince fait de la merde à Raw. On lui propose un show de qualité à SmackDown. Il accepte. C'est pas possible. Comment ça peut être le même mec qui est en charge de 2 shows? Comment ça peut être aussi différent entre ces 2 shows? Putain, c'est... Monday Night Raw a le meilleur roster de presque toute son histoire. Mais c'est... Oh, il fait pas bon pour aller à Raw. Là. Il fait vraiment pas bon temps du tout pour aller à Raw, les gars. C'est... Waouh. Franchement... Avant, je vous l'ai dit, même il y a quelques semaines, quand je faisais encore mes reviews de Raw, parce que j'ai plus le temps de faire les reviews de Raw et de SmackDown, mais vous inquiétez pas, je serai là encore une fois pour les pronostics de TLC et la review de TLC, les amis, je serai là. Mais il y a encore quelques semaines, j'avais l'envie de regarder Raw. Je me suis dit, allez, cette fois ça va être bon, cette fois ça va être bon, cette fois il y aura des trucs bien, etc. Et ben là, depuis 2 semaines, j'ai complètement perdu l'envie. Là, c'est maintenant une pénitence de regarder Raw.
Alors je regarde toujours parce que je suis fan de catch, parce que j'ai quand même envie de voir, j'ai quand même envie d'être impressionné, tu vois. Mais quand je vois Dean Ambrose, qui vient avec un masque à gaz parce que la ville pue, j'ai honte. Parce que Dean Ambrose, tout le monde avait espoir en lui. Quand il a fait son heel turn, tout le monde attendait ça depuis au moins 2-3 ans. Tout le monde attendait ça, son heel turn, tu vois. J'ai toujours été un fan, j'ai jamais détesté Dean Ambrose, tu vois. SummerSlam 32, etc. Son run en tant que champion US en 2013 était très très bon. J'ai beaucoup kiffé, j'ai toujours apprécié Dean Ambrose, toujours. Mais je me suis dit, bon là, c'est commencé à s'essouffler, il fallait un heel turn. J'étais aussi d'accord pour le heel turn. Et quand les gens parlaient de heel turn, etc., j'étais d'accord avec eux. Je me suis dit, bon, s'ils font un heel turn, c'est qu'ils vont faire un heel turn de. Ils vont faire un Dean Ambrose heel lunatique, tu vois. Mais, en même temps, j'avais un espoir, non, mais j'avais une idée dans ma tête, tu vois, j'avais 0,2-3% dans ma tête qui me disait, fais attention, ne prends pas trop espoir, la WWE peut gâcher le heel turn de Dean Ambrose. J'y croyais à peine, hein, mais à peine. Mais comment ils font à chaque fois pour prendre la pire décision pour chaque superstar et chaque choix? Mais c'est pas possible. Dean Ambrose devrait être un putain de lunatique. Il devrait en avoir rien à foutre du public. Rien à foutre des règles. Le mec devrait arriver à la maison de Seth Rollins et l'enculer. Le mec en live event devrait enculer Seth Rollins. Le mec devrait, je sais pas, caillasser la voiture de Seth Rollins. Je sais pas. Faire des trucs, quoi. Le mec, là, arrive avec un masque à gaz parce que la ville pue et qu'il a pas envie d'attraper des maladies pour j'ai pas de mots. On va commencer tout de suite parce que de toute façon tout est mauvais, donc on va pas attendre plus de temps que ça. J'ai pas envie de faire une vidéo longue sur cette merde. Voilà, le show commence plutôt bien. C'est un des seuls points positifs de Raw aujourd'hui cette semaine, c'est que j'ai apprécié le début. C'est-à-dire qu'on a commencé direct avec un match qui m'intéressait pas certes, mais c'était un match Nia Jax et Tamina contre Ronda Rousey et Natalya. D'ailleurs, il faudra en parler de Nia Jax parce que cette pute, excusez-moi, mais là ça commence vraiment à m'énerver. La meuf blesse des superstars après superstar après superstar et elle a un push, une chance pour le titre et elle est montrée forte en plus. Mais c'est une blague, hein. Mais c'est réellement un prank. C'est un prank de la WWE, c'est pas possible. La meuf blesse des superstars. Elle est même pas virée, elle est même pas suspendue. Elle a le droit à un push. C'est même Vince qui va lui demander pardon. Sérieusement, je parie que c'est... Après qu'elle ait frappé Becky Lynch, c'est Vince qui lui a demandé pardon en mode « Oh, excuse-moi, Naya, j'aurais pas dû me mettre dans ce segment, c'est vrai. » J'en suis sûr, mais j'en suis quasiment sûr. Comment tu peux donner un push à une meuf comme ça? Une chance au titre? Mais arrêtez. Enfin, c'est du forcing, c'est... Waouh. Bref. Et machin. Et là, il y aura notre squad qui arrive avant le début du match et qui tabasse complètement Nia Jax, qui tabasse Ronda Rousey et Natalya avec l'aide de Nia Jax et Tamina. Et j'ai bien aimé ça, ce segment en mode... en plus, la Royal Squad qui arrive avec une table en mode bas les couilles, on va vous défoncer. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont défoncé Ronda Rousey, elles ont fait passer à travers une table Natalya, etc. Et je pense qu'on aura un petit Ruby Riott contre Natalya en tables match. Je pense à TLC, ça va commencer à faire beaucoup de matchs pour TLC. Il commence à retomber dans le mauvais là, beaucoup de matchs, mais bref, on va voir ce que ça donne. Et ouais, j'ai plutôt bien aimé ce match. Royal Squad qui est montré en mode, tu vois, en mode dominant. J'ai plutôt bien aimé ça. Mais voilà, c'était un des seuls points positifs du show. J'espère que vous avez kiffé en tout cas les amis, parce que c'était plutôt pas mal. Le Riot Squad, je commence vraiment à aimer depuis ces dernières semaines. Je commence vraiment à bien aimer le Riot Squad. Faudrait peut-être leur donner un peu plus, tu vois. Mais bon. Bref, leur rivalité avec Natalya est plutôt potable, on va dire. Et puis là, ça y est, on commence à rentrer. Là, on passe, tu vois, on était déjà au moins 5, tu vois. Mais on passe de l'étage moins 5 à l'enfer. Là, c'est carrément... Non, mais c'est vraiment ça, quoi, je veux dire. On est même maintenant obligé de baisser nos attentes de qualité. C'est-à-dire que, même là, je vous le dis, j'ai bien aimé le début Riot Squad, etc. Mais en réalité... c'est nul. En réalité, c'est très moyen, quoi. Et je dis que c'est bon parce que la Monday Night Raw et la WWE nous fait baisser nos attentes de qualité. On est obligé de baisser nos attentes, alors que c'est notre passion. C'est comme si toi, t'es fan de foot et tout, t'attends un match de fou, et puis en fait, tu te dis, oh bah non, de toute façon, j'attends rien, et bref, c'est la même chose. C'est horrible, vraiment, c'est... Faire baisser tes attentes pour ta passion, c'est un truc de fou. C'est... Bref.
Qu'est-ce qui arrive après? Oui, après on a encore du Alexa Bliss de Women's, de la division féminine qui arrive avec Alexa Bliss, la nouvelle GM de la division féminine de Raw. Elle invite Sasha Banks et Bayley sur le ring pour faire un segment aussi malaisant que le truc, là, la Family Bayley, je sais pas quoi qu'ils avaient fait en 2017, c'est aussi malaisant que ça. Ils le font depuis 2 semaines en plus, c'est con. Ils n'ont pas compris que c'était hyper malaisant. Donc voilà, il y a des gens qui posent des questions à Sasha Banks et Bayley, etc. Hyper malaisant. Alexa Bliss qui est montrée comme une face heel, je sais pas quoi, parce qu'après après que l'interview de Sasha Banks et Bayley, t'as Mickie James, Alicia Fox et Dana Brooke qui arrivent, et Alexa Bliss les refoule, genre c'est même pas leur pote, enfin bref. Alexa Bliss est montrée comme une heel, mais comme une face en même temps, pour faire comprendre, et ensuite elle crée un match entre Sasha Banks et Bayley contre Mickie James et Alicia Fox, parce que Dana Brooke on s'en bat les couilles, et c'est un match pas non plus fou, voilà, Sasha Banks et Bayley gagnent. Mais c'est malaisant, je veux dire, mais c'est quoi ce segment? Ils le font depuis 2 semaines, mais arrêtez ça, mais s'il vous plaît. Ça crée un malaise, mais ça crée un gros malaise en fait. Arrêtez, mais vite. C'est malaisant. Votre show est malaisant. C'est pour ça que les gens regardent plus, c'est même pas, ils regardent plus parce que c'est nul. Ils regardent plus parce que c'est malaisant. C'est un malaise total. Ce segment est malaisant. Ah, putain, mais c'est dégueulasse. Et après, t'as Alexa Bliss qui marche dans les coulisses, qui est arrêtée par Ronda Rousey, qui dit j'ai envie de les défoncer. Nia Jax, etc. Alexa Bliss qui dit qu'elle a ramené les Riot Squad, elle les a renvoyés chez elle. Du coup, voilà, elles auront des sanctions, je sais pas quoi. Enfin bref, Alexa Bliss, c'est même pas que j'aime pas son rôle de nouvelle GM de la division féminine, c'est que ça n'a aucun sens. La meuf est face, la meuf est heel. Elle a eu l'autorisation de catcher il y a pas longtemps. Du coup, elle va sûrement recatcher. Du coup, est-ce qu'elle va continuer son rôle de GM? Est-ce qu'elle va faire une Corbin, c'est-à-dire abuser de son pouvoir alors qu'elle est face? C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Cette rivalité, cette storyline avec Alexa Bliss, c'est absurde, c'est nul. Putain. Et ensuite, on a Baron Corbin, tiens, en parlant du loup. Et il accueille Chad Gable et Bobby Roode dans son bureau. Et il fait, ok, ce soir, Bobby, t'affrontes Drake Maverick. Ouais, Drake Maverick, le mec qui se pisse dessus, hein, très crédible. Et en gros, il dit, si t'arrives à battre Drake Maverick, parce que putain, Drake Maverick, c'est un mec hyper dur à battre. Si t'arrives à le battre, t'auras une chance au titre avec Gable, t'auras une chance au titre par équipe face au IOP. Hein. Waouh. Drake Maverick était un catcheur quand même. Hein. Ça, je le refoule pas. Hein, mais après ce qui s'est passé avec lui, le mec n'est plus du tout crédible. Et on va parler un peu de 205 Live parce que le mec est quand même le general manager de 205 Live. Hein. C'est quand même le general manager. Et quand je le vois, après ce qui s'est passé au Survivor Series, mais quand je le vois à 205 Live, mais je crois plus du tout en ce qu'il fait. C'est... Voilà, les mecs ont même... Putain, c'est... Waouh, Vince a quand même réussi à gâcher un show qu'il ne gère même pas. Le mec, par télépathie, il a gâché un show qui était bon. 205 Live, Drake Maverick était hyper crédible. C'était le GM de 205 Live. J'aimais beaucoup Drake Maverick. Maintenant, quand je le vois, Drake Maverick à 205 Live, j'ai un malaise. Le mec donne des ordres à des gens alors que le mec s'est pissé dessus devant des millions de personnes. Ah putain, il a même réussi à cacher 205 Live, quoi. Putain, mais Vince, tu fais chier, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Le mec a réussi. Oh, waouh. 205 Live, mais comment t'as fait? C'est même pas ton show, tu le gâches. Putain, mais... Donc, voilà, bref, ça. Les Revival ensuite arrivent sur le ring. Hein, les pauvres Revival. Les mecs sont real, mais en fait, c'est des faces. Moi, je suis derrière eux, personnellement. Scott Dawson commence à faire... une promo en mode ouais Lucha House Party faut vraiment les bannir, enfin je veux dire c'est n'importe quoi leurs règles. Et évidemment Scott, je suis complètement d'accord avec toi, les mecs font un 3 contre 1 et ça a l'air tout à fait normal pour tout le monde. Donc le mec ce soir, Scott Dawson hein, vient pour faire un 1v1 avec un mec de la Lucha House Party. Et puis en fin de compte Jojo annonce ce soir en fait le match ce sera sous la Lucha House Rules. Donc en gros ce sera un 3v1. Mais d'où ça sort? Ça devrait pas être la Lucha House Party, les faces? Parce que pour l'instant, ce que je vois là, c'est que c'est The Revival qui sont les faces et c'est Lucha House Party qui sont les heels. À un moment donné, mec, tu fais pas un 3v1 alors que t'es face, les mecs détruisent des heels en mode... Ils savent même plus... Mais Vince ne sait même plus ce que c'est un face et ce que c'est un heel. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. À un moment donné... Ah putain, mais ça sent que c'est des Vince, ça se sent tellement de loin, mec. C'est là qu'on sent vraiment que c'est Vince qui a écrit ça, parce que des idées comme ça vient que de Vince. C'est sûr et certain.
Des idées comme Drake Maverick qui se pisse dessus, ça vient de Vince, c'est sûr et certain. Donc bref, un Lucha House Party contre Scott Dawson en 3v1. Hein. Scott Dawson, comme je vous l'ai dit, je crois vraiment beaucoup en lui, il a vraiment beaucoup de qualité au micro, et du Revival sont très très bons, une des meilleures équipes au monde actuellement. Et ils en font ça, les mecs sont heal, mais en fin de compte, moi je suis complètement derrière eux. Hein. Ça me rappelle vraiment la rivalité Kevin Owens-Braun Strowman, où Braun Strowman s'acharnait chaque semaine sur Kevin Owens, mais personnellement, tout le monde était derrière Kevin Owens, tu vois, alors qu'il était heal. Lucha House Party gagne, encore une fois, Scott Dawson qui perd, mais qu'est-ce que vous avez contre lui? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Scott Dawson? Et qu'est-ce qu'il vous a fait, Dash Wilder, pour mériter ça? Putain, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui... Ouais, Baron Corbin ensuite arrive sur le ring pour faire la Drew McIntyre Operation Night, là, je sais pas quoi. Du coup, en gros, ils vont célébrer Drew McIntyre, ils vont célébrer Drew McIntyre parce que c'est le meilleur homme à Raw, etc. C'est très bien, tu vois, un des meilleurs également de segment de Raw. Meilleur, hein, toute proportion gardée, bien sûr. Tac, 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 qui montre en gros un clip vidéo de toute la carrière depuis qu'il est revenu à Raw de Drew McIntyre, etc., sa dominance, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce segment. Après, McIntyre vient, il dit qu'il est le meilleur. Il a détruit le Shield, il a détruit l'Olympic Gold Medalist Kurt Angle. Du coup, là, en cadeau, il reçoit une nouvelle médaille. Et c'est le nouveau Gold Medalist de Monday Night Raw. Donc, plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. On met McIntyre sur un piédestal. C'est ce qu'il devrait être. Tu vois, il devrait pas être le larbin de Corbin. Il devrait être sur un piédestal. C'est Corbin qui devrait être le larbin de Drew McIntyre. Tu vois. Et là, ah putain, mais ça c'est un... Même Vince qui adore Drew McIntyre, et ben même lui, il arrive à le gâcher. T'imagines? Le mec c'est ton poulain, c'est Drew McIntyre, tu le kiffes, et t'arrives à le gâcher. Mais comment tu fais? Mais t'as une telle puissance négative. Mais c'est impressionnant. Tu vois, c'est comme si t'aimais bien un mec, et puis en 20 ans après tu lui mets des bâtons dans les roues, et tu vois, mais tu lui dis ça va réussir, mais tu lui mets des bâtons dans les roues. Et tu fais, t'inquiète, c'est prévu. Donc là, ce qui se passe, c'est que, je vous rappelle, hein, Vince McMahon adore Drew McIntyre. C'est pour ça qu'il le met en avant. Le mec, ensuite, donc du coup, voilà. Le mec arrive, Dolph Ziggler arrive, son ancien partenaire, du coup son ancien, parce que là ça commence à partir en couille. Drew McIntyre insulte Dolph Ziggler, il dit qu'en gros, il s'en battait les couilles de lui, il s'est juste servi de lui depuis ces mois, etc. pour se mettre sur un piédestal, etc. Et c'est Drew McIntyre à chaque fois qui était le point fort de l'équipe, c'est lui qui donnait les victoires, etc. Ce qui est vrai. Du coup, ça a énervé Ziggler. Ziggler a frappé McIntyre et voilà. Une des meilleures équipes à Raw, si ce n'est la meilleure équipe à Raw, est morte. Pourquoi? Déjà de une, ça. Pourquoi ils avaient besoin de séparer Drew McIntyre et Dolph Ziggler? Ok, tu ne fais plus montrer McIntyre avec Ziggler toutes les semaines. Pourquoi pas? Mais ils peuvent quand même rester en contact, tu vois. Ils peuvent quand même rester amis. Genre, et après, quand McIntyre a le titre, là, les séparer pour ensuite faire une rivalité McIntyre contre Ziggler pour le titre universel. Tu vois. Donc bon, déjà ça de une. Et ensuite, on a donc là le droit à un McIntyre-Ziggler, hein, qu'on devrait normalement le droit à avoir à TLC, hein, qui nous hype beaucoup plus qu'un Finn Balor-McIntyre, tu vois. Ils nous font donc Ziggler contre McIntyre maintenant, tu vois. Une fin de rivalité. Le mec, la rivalité a duré 2 minutes 30. Hein, c'est-à-dire que voilà, la rivalité a duré 2 minutes 30, vraiment. Voilà, une storyline de 8 mois qui s'efface en 2 minutes 30. Et là, on a un match, etc. Et là, à un moment donné, dans le match, t'as Finn Balor qui intervient sur Drew McIntyre, tu vois. Il intervient sur Drew McIntyre. Et juste parce que Drew McIntyre s'est pris un dropkick, genre, qui n'était pas prévu. Il s'est pris un dropkick par derrière, etc. de Finn Balor. Et ben ensuite, il a perdu. Je comprends pas. C'est... Tu parles de Drew McIntyre. Hein. Le mec n'a jamais perdu une seule fois depuis son retour à Monday Night Raw en avril. Il n'a jamais perdu. Jamais il ne s'est fait soumettre ou jamais il s'est soumis à un tombé. Et là, le mec, sa première défaite, c'est parce que genre Finn Balor l'a frappé et que c'était pas prévu. Du coup, waouh! Finn Balor le frappe, oh bah ça y est, c'est bon, dropkick là, dropkick de Finn Balor, ça m'a tué. En plus après il s'est pris un super kick de Dolph Ziggler, bah c'était fini, ça y est. Drew McIntyre ne sait pas résister à plus qu'un super kick et un dropkick. Après 8 mois, le mec a résisté à des Seth Rollins, à des Roman Reigns, à des Braun Strowman, mais non.
Vince, qui adore McIntyre, il arrive quand même à le cacher. Enfin, je veux dire, la première défaite de Drew McIntyre, ça devait pas être déjà de une à Raw, mais ça devait pas être à cause d'une intervention. Drew McIntyre est plus fort qu'une intervention de Finn Balor. Sa première défaite devait être face à Brock Lesnar, peut-être, ce qui aurait été crédible, à Brock Lesnar, ou face à, je sais pas, à un mec de NXT qui arrive, ou face à un Braun Strowman, dans un bon match, ou à WrestleMania, tu vois, au moins dans un Big Four, sa première défaite. Mais non, à Raw, comme ça, à cause d'une intervention de Finn Balor. À ce moment-là, les gars, je vous l'ai dit, je voulais vraiment partir de ce Raw, mais j'ai quand même continué, j'ai eu la force, vraiment, je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu la force de continuer, mais voilà, c'est là quand je me suis dit, quand j'ai vu McIntyre perdre, vraiment, en plus j'étais, tu sais, j'étais au lycée, j'étais en train de regarder Raw et j'étais bouche bée, tu sais, devant tout le monde, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? J'étais en mode vraiment bouche bée, mais j'y croyais pas. Les mecs ont fait perdre Drew McIntyre à Raw comme ça. Même là, j'ai les poings qui se serrent, les gars, je vous promets. C'est quand j'ai les poings qui se serrent, là, c'est... Bon, bref, passons. Est-ce que la rivalité entre Ziggler et McIntyre va continuer? J'en ai aucune idée. Je pense, peut-être pas, je sais pas. C'est débile de les avoir séparés, bref. Tac, qu'est-ce qui se passe après? Charlie Caruso arrive et elle demande le ressenti de Drew McIntyre après sa victoire. McIntyre dit que Ziggler n'a jamais été son ami, c'était un atout temporaire. Ziggler est dorénavant un ennemi. Et Ziggler est terrifié à l'idée de le rencontrer maintenant. Il va faire tomber ses adversaires. Voilà. Elias arrive sur le ring, il nous fait une promo encore une fois avec sa guitare. Très bonne promo d'Elias comme chaque semaine. Rien à dire de plus, vraiment Elias c'est toujours aussi bon. Et puis là t'as Bobby Lashley qui arrive et puis là c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Je vous le dis, j'aime beau. Là on va en parler de Bobby Lashley ensuite dans mes séries, comme je vous le disais au début de ma vidéo. J'ai des séries qui n'ont jamais été faites sur la chaîne qui arrivent. C'est pas des séries, des nouveaux concepts du monde, hein. C'est voilà, des concepts qui ont déjà été faits partout et qui vont arriver pour la première fois. Et je vais parler de Bobby Lashley dans ces concepts. Vous inquiétez pas parce que là j'ai besoin d'en parler de Bobby Lashley. Je croyais en lui, hein. Vraiment, c'est... Si vous me suivez que depuis maintenant ou depuis quelques semaines, j'ai toujours aimé. En 2007, j'aimais beaucoup Bobby Lashley. En 2007, vraiment, Bobby Lashley, j'aimais beaucoup. Avec sa rivalité face à Vince, etc., j'ai beaucoup aimé. Quand il est revenu à la WWE, j'y croyais vraiment beaucoup. J'y croyais. Je me disais, putain, le mec, nouveau main eventer, ça y est, le mec pourra affronter Brock Lesnar, hyper crédible. Et puis les mecs l'ont tué semaine après semaine en tant que face, avec des rivalités face à Sami Zayn, Roman Reigns, qui n'avait aucun sens. Et puis le mec ensuite a fait un heel turn et il monte son cul. Dorénavant, il monte son cul. Donc c'est ce qu'il a fait ce soir. Hein. Il a intervenu dans la promo de Elias et il a montré son cul à Elias et au public. On parle d'un heel hein, assez crédible. Hein. On parle d'un heel qui normalement devrait être, comme je vous l'ai dit, crédible. Quoi. Le mec devrait normalement affronter Brock Lesnar. Brock Lesnar. Le mec monte son cul. Voilà, après ça part en couille, il y a Elias qui essaye de frapper Lashley, il l'envoie contre les panneaux LED de l'arène, ensuite Lashley se casse, et là Rush se prend un coup de guitare dans le dos, grâce à une intervention de Finn Balor. Finn Balor était partout ce soir, je sais pas ce qu'il a fait, il a intervenu dans le match de Drew McIntyre, de Elias, enfin bref, je sais pas pourquoi Finn Balor il était partout ce soir, mais bref, voilà, Elias ensuite tabasse Rush avec une guitare, tout simplement, j'en perds mes mots parce que c'est... N'importe quoi, je veux dire Bobby Lashley, quoi. Le mec aurait pu être vraiment crédible face à Brock Lesnar. Brock Lesnar, j'y croyais vraiment. Tous les gens le critiquaient dès son début, je me suis dit non, les gars, attendez un peu. Oh bah maintenant, j'y crois plus. Hein. Oh bah maintenant, c'est un Bobby Roode 2.0, quoi. Oh bah maintenant, c'est une catastrophe. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Ensuite, on a eu... oui, oh putain, mais ça, je m'en rappelais déjà plus. Oh, la catastrophe. On a le match qui devait être un match entre Bobby Roode et Drake Maverick. Et puis en fin de compte, au bout de 30 secondes, t'as Baron Corbin qui t'as déjà tout d'abord AOP, enfin sur l'écran LED hein, de Raw, on voit AOP qui sont en train de tabasser Chad Gable, tu vois, dans les coulisses. Et puis enfin, Baron Corbin va les voir. Et en gros, il leur dit, ouais, en fait, j'ai oublié de vous prévenir, les gars, mais c'est un 3 contre 1. Allez, go, allez-y. Du coup, le match se transforme en 3 contre 1. Authors of Pain et Drake Maverick contre Bobby Roode. Du coup, voilà, Bobby Roode se fait défoncer, hein, normal. Et Drake Maverick fait le tomber sur Bobby Roode et il gagne. Voilà. Et qu'est-ce que vous...
c'est quoi le délire? Alors, je vais pas le dire, hein, j'aime beaucoup Baron Corbin. En vrai, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il fait bien son travail. Objectivement, le mec vraiment se démerde vraiment pas mal. On va pas se le cacher. Le mec se démerde vraiment pas mal dans son truc. Mais putain, c'est lourd. C'est lourd. Et c'est là qu'on voit la différence entre Raw et SmackDown. C'est que, ok, à un moment donné, SmackDown c'était pareil que Raw. C'est-à-dire que c'était les GM et tout, les commissionnaires qui étaient l'attraction principale de Raw. Tu vois, ils avaient 2 heures à eux. Et maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Genre, Paige, la GM de SmackDown, intervient seulement pour faire signer des contrats. Comme ce mardi à SmackDown. Ou pour annoncer des matchs. Mais là, à Raw, Baron Corbin est l'intérêt principal. Baron Corbin est le centre de Monday Night Raw. Alors, c'est le centre. Faudrait que ce soit le centre. Oui, c'est le centre, en vrai, parce que c'est lui qui donne la décision. Mais on ne devrait que le voir, quoi, 5 minutes par semaine. Comme Paige, tu vois, pour annoncer des matchs, pour faire signer des contrats. Alors après, c'est un heel. Pourquoi pas qu'on le voit plus, tu vois? Pourquoi pas qu'il abuse de son autorité? Mais là, il abuse tellement. Enfin, c'est absurde. Ce show est absurde. Tout est absurde. Alexa Bliss, la défaite de Drew McIntyre, le booking de Baron Corbin est absurde. C'est surréaliste. C'est trop Baron Corbin. Je ne veux même pas dire que j'aime pas, c'est que j'ai pas d'avis, que c'est trop en fait. Mais surtout, le truc qui me fait dire, on va y revenir après, c'est par rapport à Heath Slater et Rhino. Déjà, j'ai pas compris. Les mecs ne peuvent même plus jobber tranquillement. On peut même plus jobber tranquillement maintenant à Monday Night Raw. Enfin bon, voilà. Ensuite, une sirène arrive et t'as Dean Ambrose qui arrive avec sa musique et des sirènes et avec son masque à gaz, avec aussi plein de mecs qui étaient avec des masques à gaz. Et en gros, il dit, j'ai mis un masque à gaz pour pas être asphyxié de votre odeur parce que vous puez, que vous avez plein de maladies. Vous êtes sérieux, quoi. Vous êtes sérieux. Vous avez gâché Dean Ambrose. Comme ça. Les gars, il y avait... Putain, mais c'est... Vous savez quoi? Pour Dean Ambrose, hein, mais pour Monday Night Raw aussi, ça marche. C'est que, pour Dean Ambrose, là, les gars... Pour son heel turn, tu vois, il y avait un gros panneau heel turn. Et tu vois, pour savoir quelle direction devrait prendre le heel turn, tu vois, et ben Vince McMahon en face de lui, il avait 2 choix. Un, tu vois, il avait une grande autoroute, tu vois, une grande autoroute claire, nette et très grande, tu vois. Une autoroute où ça devait dire, le heel turn de Ambrose devrait se baser sur maintenant un heel lunatique, tu vois, un heel bien lunatique, tu vois, qui n'en avait rien à foutre du public ou quoi. Et à côté, tu vois, autour de son autoroute, il n'y avait rien à part des champs. Tu vois. Et Vince McMahon, pour le heel turn de Dean Ambrose, au lieu de prendre la voie, l'autoroute qui est hyper claire, tu vois, en mode heel lunatique, ce que tout le monde veut, le mec va faire du off-road avec une dodoche. Et il va choisir la pire décision pour Dean Ambrose. Tu vois. Le mec fait du off-road. C'est ça. Monday Night Raw, c'est du off-road. Mais c'est du off-road complet. Il y a des choix qui sont clairs, mais tu vois, qui sautent aux yeux. Et il prend, mais un truc, mais comment tu... Pour Dean Ambrose, à quel moment tu vas penser que le mec en a quelque chose à foutre du public et qu'il met des masques à gaz pour ne pas sentir le public? T'as une autoroute claire en face de toi, le mec va faire du off-road avec une dodoche. Mais c'est un truc de malade mental. Mais le mec est malade. Vince McMahon est un malade mental. C'est pas une blague, réellement. T'as un problème. Le mec a un problème. Et encore une fois, c'est con parce que le truc avec les masques à gaz pourrait être en vrai stylé. Mais de la manière dont c'est tourné, c'est ridicule. Tu vois, ce show, il y a 2 mots pour le décrire, c'est que c'est absurde et ridicule. C'est exactement ça. Regardez chaque show et jugez-le. Entre absurde et ridicule. Vous trouvez tout. Alexa Bliss, absurde. Dean Ambrose, ridicule. Bobby Roode et Authors of Pain, ridicule. Heath Slater et Rhino, les pauvres, ils ont rien demandé, absurde. Tout est absurde et ridicule. Nia Jax, absurde et ridicule, tu vois. Bon, et voilà, Dean Ambrose fait sa promo, on dit, il a mis le masque à gaz, en gros il dit, il a mis le masque à gaz pour pas le sentir. Rollins, c'est également pour protéger de Rollins, parce que Rollins, la semaine dernière, l'a attaqué par derrière, et du coup, il a pas envie que ça se reproduise, du coup, c'est pour ça qu'il a amené des mecs autour de lui, etc., pour le protéger. Machin, il dit que les fans sont faibles, et que Rollins aussi est faible, et là, Seth Rollins arrive, et il tabasse Dean Ambrose a envie de se casser, enfin bref, voilà, en gros, il monte un Dean Ambrose lâche, et nul, ridicule. Le mec,
met un masque à gaz pour ne pas sentir le public. Enfin, bref. Vraiment, j'ai pas envie de rester plus longtemps sur ça parce que c'est ouais, absurde, ridicule. Les deux mots pour tout le show. De retour en coulisses, Charlie Caruso interview Tamina et Nia Jax. Et Nia Jax commence à gueuler dans le micro sur Ronda aussi pour dire: je vais récupérer mon titre, ça m'appartient. Mais ferme ta gueule, tu sais pas catcher, ferme ta gueule. Vraiment, ferme ta gueule. Tu es ridicule, absurde. Et tu ne sais pas catcher, tu vois. Tu es pire que Lana, meuf. Pire. Putain, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu serais pas la cousine de Nia Jax, de The Rock. Tout le monde n'en aurait rien à foutre de toi. Même Vince, il n'en aurait rien à foutre. Et puis là, on passe à un segment. C'est on a Baron Corbin. Là, il est dans les coulisses, etc. Et t'as Heath Slater et Rhino qui arrivent en mode salut. Et Baron Corbin leur dit concrètement: ok les gars, j'ai évalué les chiffres et là j'ai vu, ok, on n'a plus de thunes, donc il y a un des deux qui doit être viré. Mais c'est deux jobbers, c'est deux des mecs qui doivent toucher le moins à Raw. Déjà c'est absurde, tu vois. C'est le mec dit: ok, c'est pour être vraiment une storyline crédible, tu vois, en mode le mec, enfin, il commence à avoir plus de sous, il a évalué le chiffre, en gros, il se rend compte que voilà, il y a un des deux qui doit partir parce qu'il coûte trop cher. Si ça devrait être Dean Ambrose, Seth Rollins, si ça aurait été, je sais pas, une équipe crédible, pourquoi pas, tu vois. Mais là, on parle de Heath Slater et Rhino. Vraiment, c'est deux des mecs avec Tyler Breeze qui doivent gagner le moins à Monday Night Raw, tu vois. Donc déjà ça, c'est absurde, mais en plus, ils peuvent même plus jobber tranquillement. Ils ne peuvent même plus jobber. On peut même plus jobber tranquillement à Monday Night Raw. Bientôt, ils vont prendre Kurt Hawkins et vont faire: écoute mec, vraiment tu coûtes trop cher et puis tu prends trop de temps d'antenne. Là, c'est bon, 2 minutes par mois, t'es viré, c'est bon. Et absurde, ridicule. Et vraiment, c'est fou. C'est chaque segment. Prenez chaque segment de Raw. Vraiment, et pour les semaines dernières et pour les semaines prochaines. Et à chaque fois, à chaque fin de segment, à chaque fin de match, dites-vous ça. Est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est ridicule? Souvent, vous trouverez la réponse entre ces deux. C'est obligatoire. Donc bref, là on a un match entre Heath Slater et Rhino. Donc le perdant est viré et c'est Heath Slater qui gagne. Rhino est viré. Et du coup, apparemment, en gros, il prend sa retraite. À ce que j'ai compris, est-ce que c'est une storyline ou pas? Ou est-ce que Rhino prend vraiment sa retraite? S'il prend vraiment sa retraite, ça se fait vraiment pas. Parce que le mec a perdu à Raw. Mais surtout que le mec, il a fait un speech de retraite après, mais il a même pas été diffusé. Donc ça se fait vraiment pas. Si c'est vraiment sa vraie retraite, tu vois. Mais voilà, les jobbers peuvent même plus jobber tranquille. Et ensuite, t'as Heath Slater qui est félicité par Baron Corbin dans les coulisses. Et Baron Corbin, en gros, lui dit: oh, en fait, tu seras même plus catcheur. Hein, tu t'es battu, tu seras même plus catcheur. Maintenant, t'es arbitre. T'es arbitre, hein. Arbitre. Depuis quand? Pourquoi? Comment? Voilà. Le mec s'est battu pour rester catcheur. Et en fin de compte, le mec lui dit: non, t'es plus catcheur. Tu deviens arbitre. Absurde, ridicule. Ensuite, on a un match Jinder Mahal contre Finn Balor parce que quelques minutes avant, t'avais Baron Corbin qui avait donné un match à Jinder Mahal pour botter le cul à Finn Balor. Finn Balor gagne, heureusement. Et c'est même pas. Non, ouais, grâce à une intervention en plus. Voilà, Apollo Crews. Apollo Crews est intervenu et a aidé Finn Balor à gagner. Donc maintenant, Finn Balor a même besoin de l'aide de Apollo Crews pour gagner. Voilà, du coup, Finn Balor gagne face à Dean Ambrose. Ensuite, on a une vidéo pour Lars Sullivan pour dire qu'il arrive bientôt. Je sais pas dans quel brand il va être. Est-ce qu'il va être à Raw ou à SmackDown? Je pense plus qu'il serait meilleur à SmackDown parce qu'à Raw, il y a beaucoup trop de gros potes. À Braun Strowman, McIntyre, etc. Je pense plus qu'il devrait aller à SmackDown, Lars Sullivan, mais vraiment, si on prend le truc de base, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée d'amener Lars Sullivan dans le main roster. Il avait encore besoin d'être à NXT, vraiment. Donc bon. Et le main event, Nia Jax et Tamina affrontent Ronda Rousey et Ember Moon, qui a été remplacée par Natalya parce que Natalya est blessée. Match plutôt potable, Ronda Rousey et Ember Moon gagnent, et heureusement qu'elle gagne. Voilà. Et le show se termine ainsi. La semaine prochaine, on sera à San Diego, California, je crois. Ce sera le dernier Raw, le Go Home Show, hein, avant TLC. Est-ce que j'ai hâte de voir ça? Absolument pas. Mais bref, ce show, c'est absurde et ridicule. Merci de m'avoir suivi, les amis. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour mon retour de soutien, etc. Pour la fin de la chaîne. Retour 250 avant la fin de l'année. Retour 300, retour 1K. On ne sait pas, les amis, abonnez-vous. Donc du coup c'est hyper important, et activez la cloche
pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver avant la fin de l'année. Ça va être, voilà, 3 vidéos normalement sont prévues, peut-être même plus, je ne sais pas. Mais bref, soyez présents sur la chaîne, soyez présents sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent normalement ici en bas, ici, normalement de ma tête. Et bref, laissez un commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de Mountain Nitro dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir parce que je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.